Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On se retrouve pour parler rugby. Et oui, après la Coupe du Monde, c'est l'heure du tournoi destination. Et comme l'année dernière, on va revenir sur les différentes journées. On fera une vidéo par journée de tournoi destination. Donc aujourd'hui, on s'occupe de cette première journée. Il y avait 3 matchs au programme: France, Irlande, Italie, Angleterre, Pays de Galles, Écosse, et on reviendra un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ces 3 différentes rencontres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Tiens, quel est votre joueur de chacun des 3 rencontres, quel est votre joueur par équipe, par exemple. Ce que vous avez pensé de la performance de l'équipe de France également, EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, TikTok et les shorts également sur YouTube. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec le premier match, qui était le match entre 2 équipes qui ont perdu en quart de finale. D'un côté l'Irlande, quart de finale face à la Nouvelle-Zélande perdue lors de la dernière Coupe du Monde, et puis de l'autre côté la France, ce fameux quart de finale face à l'Afrique du Sud. 2 équipes, on était un peu sur des dynamiques différentes, avec une équipe de France c'est pas vraiment la fin d'un cycle du côté de cette équipe de France, on est un petit peu dans la continuité, même si c'est vrai qu'il nous manquait pas mal de joueurs, entre Dupont qui jouait à Toulouse et pas avec le 15 de France, ça faudra quand même expliquer certains paramètres, et puis avec de l'autre côté des départs à la retraite du côté de l'Irlande, où là on sentait peut-être plus un début de fin de cycle, avec notamment le départ de Jonathan Sexton. Bon, il va falloir déjà expliquer le cas Dupont. Moi, je comprends pas pourquoi. Alors, on nous dit, bon, Dupont, il va faire le tournoi Seven. Enfin, il veut faire les Jeux Olympiques en rugby à 7. Bon, je veux bien d'accord. Mais dans ce cas-là, comment ça se fait qu'il joue pas avec l'équipe de France, mais qu'il joue avec Toulouse? Il a autant de chances de se blesser avec Toulouse. Il a autant de chances d'avoir de la fatigue avec Toulouse qu'avec le 15 de France. Donc, s'il jouait pas avec le 15 de France, il jouait pas plus avec Toulouse. Là déjà, pour moi, il y a une incompréhension. Après, de toute manière, sur ce match-là, résumer ce match-là en disant c'est parce qu'il y avait Lucu et pas Antoine Dupont qu'on a perdu le match, c'est comme dire que lors du match face à l'Afrique du Sud, c'est l'arbitrage qui a donné la victoire à l'Afrique du Sud. C'est faux. C'est faux parce que on s'est raté encore. Pour moi, cette rencontre, c'est la deuxième pire de l'équipe de France sous Fabien Galtier avec le match de l'Uruguay, qui était aussi catastrophique. Les deux sont quand même dans un laps de temps très court. Moi, sur ce match-là, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne du côté de l'équipe de France. Alors déjà, beaucoup trop d'agressivité et beaucoup trop de fraude, surtout. L'agressivité n'a pas marché. C'est sûr que Williamsey, les 2 cartons jaunes, ça n'a pas aidé. C'est sûr. Mais bon, même à 15 contre 15, je pense qu'on ne le gagne pas, ce match-là. Là aussi, c'est pas que la faute de Williamsey, c'est-à-dire que c'est une faillite collective sur ce match-là. Faut savoir que j'étais en train de faire le montage du Tour de la Communauté de Valence au tout début du match. Et donc, au bout de 2 minutes 30, 3 minutes, voilà, j'ai fini le montage du Tour de la Communauté de Valence. Donc, je lance en codage et donc là, je me concentre à 100% sur le match. Il y a une percée dans les 2 premières minutes, et puis au bout de 5 minutes de jeu, je me dis, ça va être compliqué quand même ce soir pour la victoire. Parce que je trouvais que l'équipe, ce que j'ai marqué, c'est on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Ce qui veut dire que j'avais l'impression que les corps étaient là sur le terrain, mais les esprits étaient ailleurs. Que les esprits n'étaient pas concentrés sur le match, n'étaient pas concentrés sur ce qu'ils faisaient. Un gros manque de maîtrise, un énorme manque de maîtrise, organisation catastrophique en attaque, des sorties de ruck, ça aussi j'ai noté, hein. On parle beaucoup de Lucu après ce match-là, mais les soutiens n'ont absolument pas aidé Lucu, c'est-à-dire que les soutiens mettaient 3 plombes à arriver, c'est pour ça que les sorties de balles étaient aussi lentes aussi, et puis pas dedans, pas dedans, pas dedans. On a eu beaucoup de mal dans les zones de ruck, je l'ai noté 2 fois même pas dedans. Je pensais que je l'avais noté qu'une fois, je l'ai noté 2 fois, pour dire vraiment qu'on n'était pas dedans sur le match. Il y a eu quelques moments un petit peu plus intéressants, mais sur la globalité de la rencontre, on passe à côté. L'Irlande n'a pas forcé son talent sur ce match. Ça, c'est clair et net. Mais moi, j'ai des inquiétudes sur cette équipe de France
Bon, déjà après le match face à l'Afrique du Sud, parce que je me disais bien que ça allait être compliqué de s'en remettre, parce que c'est une défaite à domicile, et que le choc, voilà, c'était un objectif de carrière pour beaucoup. Ça faisait depuis 10 ans qu'on nous parlait de cette Coupe du Monde, et que c'était un objectif pour les Antoine Dupont et autres. Donc c'est un échec, et il faut, pour des mecs qui avaient tout le temps tout gagné, quasiment, donc là déjà c'est pas facile de s'en remettre, et puis en plus un échec à domicile, devant ton public, où tu es éliminé en quart, qui est un gros échec. Donc je savais que mentalement ça allait pas être facile, mais je me disais, comme il n'y a pas Antoine Dupont, qu'il y a quand même pas mal de blessés, il y a peut-être des joueurs qui vont vouloir gagner des points sur cette rencontre, donc ça va peut-être changer un petit peu la donne. Sauf que c'est un petit peu le même constat que j'avais fait à la fin du match face à l'Uruguay. En fait, en dehors du 15 de France type, tu n'as pas de réserve. On a très peu de bons remplaçants du côté de cette équipe de France. Et c'est notre vrai problème. Quand à chaque fois, Fabien Galtier nous dit on gagne à 23, un peu son leitmotiv, on gagne pas à 15, on gagne avec le banc. Moi, je veux bien qu'on gagne avec le banc. Mais dans ce cas-là, il faut un banc de qualité. Aujourd'hui, on n'a pas un banc de qualité. Là, sur ce match-là, les entrants n'ont pas apporté grand-chose. Mais les Lucu et autres ont eu un match compliqué. Si on est obligé pendant toute la prochaine Coupe du Monde pour gagner, d'avoir à la fois Dupont, à la fois Ntamak sur les 8 matchs de la compétition, ou sur les 7 matchs plutôt de la compétition, ça ne le fera pas. Ça ne peut pas le faire. Donc il faut aujourd'hui que du côté de l'équipe de France, on ait des numéros 2, des numéros 3, des numéros 4 sur certains postes qui soient au niveau. Et là, on a un vrai problème. C'est que les remplaçants ne sont pas au niveau. Que cette équipe de France-là, dès qu'on enlève 2-3 éléments, ça y est, ça ne joue plus correctement. Là, offensivement, c'était... quand tu vois le match Italie, le match de l'Italie, bon, la fin de match du Pays de Galles, le match de l'Irlande, tu dis, oh putain, ça va être dur, hein. Parce qu'offensivement, c'est un peu le néant. Il y a peu d'équipes qui proposent encore moins que ce qu'a fait l'équipe de France. Je crois, à part la première mi-temps du Pays de Galles, qui était catastrophique aussi. Mais nous, c'est pas que la première mi-temps qui est catastrophique, c'est 80 minutes du match. Moi, ce qui m'inquiète aussi du côté de cette équipe de France, c'est le fait est que on n'a pas écouté, parfois, on a l'impression que les joueurs ne sont plus en adéquation avec certains membres du staff. Quand on voit William Servat dire on prend les 3 points et que les mecs ils jouent une touche, tu sens qu'il y a un décalage quand même entre le staff et qu'il y a, je dirais pas il y a peut-être une rupture même avec certains membres du staff, mais tu sens que le groupe vit pas peut-être de manière optimale. Ça se ressent aussi sur le match, hein, on parlait de groupe, j'ai trouvé beaucoup de soucis collectifs. Défensivement, il y avait quand même des gros trous. Offensivement, on avait du mal à construire, on avait du mal à s'entendre correctement. Les ailiers ont été assez discrets. Alors comme souvent, Penaud dans les matchs compliqués, il n'est pas là. Ça c'est vrai que c'est un vrai souci. Hein. Penaud, je trouve, c'est un très bon joueur, Penaud. Mais dans les matchs compliqués, tu peux rarement compter sur lui. Moefana, ça a été un match compliqué parce qu'il a eu très peu de ballons. Au final, contrairement à d'autres rencontres, c'est vrai qu'il a eu très peu de ballons. Mais on peut le dire que collectivement, le match a été difficile. Il y a peu de joueurs qui s'en sortent sur cette rencontre. Il y a peu de joueurs où tu te dis « Ah bah oui, lui c'était bien, lui c'était pas mal ». Non, il y a peu de joueurs où c'est comme ça. Et puis bon, on va revenir sur les touches. Je crois qu'on en a gagné 2 ou 3 dans le match. J'ai pas vérifié sur les lancements de jeu. Touche, on en a gagné 14. Donc on en a perdu 4. Je crois qu'il n'y a que le Pays de Galles qui a réussi à faire pire que ça. Et sur les 14 gagnés, il y en a au moins 3 ou 4 où quand on la gagne, on recule de 15 mètres dans notre camp. Mais vraiment, hein. Donc j'appelle pas vraiment ça des victoires. En touche, ça a été catastrophique. Mais vraiment catastrophique. Il y a eu un plan qui a été mis en place par Galtier qui n'a pas marché. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'entre la première et la deuxième mi-temps, allez, pendant 3-4 minutes, mais on n'a pas eu le sentiment d'un basculement. Alors, c'est sûr que c'était compliqué à 14 contre 15, mais on n'a pas eu le sentiment qu'en deuxième mi-temps, il y avait un supplément d'âme. En deuxième mi-temps, je n'ai pas trouvé que l'équipe de France jouait vraiment mieux qu'en première mi-temps.
Ça aussi, c'est un souci. J'ai l'impression que ce match-là, et les soucis datent pas d'aujourd'hui en plus du côté de cette équipe de France. Pour moi, parce que sur la Coupe du Monde, déjà, on joue pas très bien sur certains matchs. Je pense que l'Uruguay, c'est quand même un mauvais match. Le match face à l'Italie, le début de match est vraiment excellent, mais c'est vrai que le match face à l'Uruguay, alors certains ont dit oui, c'est que les remplaçants, mais le match est mauvais. Les matchs face à l'Écosse aussi, lors de la phase de préparation, on va me dire oui, c'est la phase de préparation, mais les matchs étaient pas bons, le contenu des matchs était pas bon. Le match face à l'Irlande l'année dernière, la première mi-temps est pas top aussi en termes de contenu. Et je trouve qu'on accumule comme ça les fausses notes depuis un an. Ça fait depuis un an, on a des rencontres qui sont pas fameuses. L'année dernière, il y en a au moins 3 ou 4 où les rencontres sont pas dingues. Là, on commence mal l'année. Il faudra voir la situation en interne parce que un match comme ça, c'est pas top. Mais imaginons qu'il y en ait 2 ou 3 comme ça sur la suite. Là, ça pourrait être un vrai souci. Hein. Donc, il va falloir vraiment se ressaisir. Ça va être super important du côté de cette équipe de France si on ne veut pas complètement couler sur la fin. Les joueurs du match, parce que je crois qu'on a bien fait le tour de cette rencontre. Du côté de la France, alors en flop, on pourrait mettre William C, mais je dirais que c'est presque un peu trop facile sur ce match-là, qui est passé à côté. Moi, j'ai mis en flop Ficou. Alors, je suis pas un grand fan de Gaël Ficou, hein, mais j'ai trouvé assez discret et peu efficace en défense. J'ai trouvé qu'il était lent, en fait, sur ses actions. Je trouve qu'il a, face à Boundeaki notamment, il paraissait lent. Parce que Boundeaki et Love ont fait quand même un festival hein, sur le match. J'ai mis Lucu, mais après... en fait, pour moi, pourquoi je mets Lucu? Parce que, certes, il n'est pas aidé par les soutiens. Les soutiens mettent trop de temps à arriver. Mais lui aussi fait quand même pas mal d'erreurs. Notamment pas mal d'approximations. Ça a augmenté au fur et à mesure de la rencontre, parce que je crois qu'il a perdu de la confiance au fur et à mesure de la rencontre. Mais ça peut pas arriver dans un match international. Et plus le match avançait, plus il faisait d'erreurs, Lucu. Plus il faisait d'approximations, plus il prenait du temps. Alors qu'on sait très bien que face à l'Irlande, il faut jouer vite. Et que ça a toujours été notre problème face à l'Irlande. C'est vraiment notre équipe un peu chat noir. Parce qu'on a du mal à jouer vite face à cette formation. Mais là, ouais, vraiment, ça a été difficile à un moment. Et puis en plus, j'ai mis Danti. C'est l'un des rares joueurs offensifs qui a été intéressant sur la rencontre. Vraiment pendant pendant 65 minutes, parce qu'il est sorti à 64e, mais où je me suis dit, Danti fait quand même pas un mauvais match au niveau plaquage, alors même s'il n'a pas réussi à gratter beaucoup de ballons, mais où je me suis dit, Danti a eu un apport sur la rencontre, parce que, bon, Penaud, il marque un essai, mais j'ai pas trouvé dingue. Olivon, Aldrid, Kroos, ça n'a pas été dingue. Alors on pourrait dire en mêlée, parce que c'est vrai que Antonio en mêlée et Bale face à Porter et Furlong, ça a été pas mal. Mais ouais, sinon ça a été un match compliqué. Du côté de l'Irlande, j'ai hésité un moment, mais moi j'ai bien aimé Sheehan, qui je trouve a fait un super match, vraiment. Sheehan, il a été présent pendant toute la rencontre où il a fait voilà un super job pendant toute la rencontre où il arrive à apporter énormément devant. C'est un joueur qui a beaucoup apporté au niveau de l'impact. Moi, je mettrais quand même aussi Gibson Park et Crowley parce que c'était pas facile. Pour la charnière avec le départ de Sexton, et je trouve que Gibson Park Crowley, alors Gibson Park est toujours bon, j'ai jamais vu vraiment mauvais, et Crowley c'était pas simple et il s'en est très très bien sorti. En flop, j'ai mis Furlong du côté de l'Irlande parce que c'est vrai que sur les mêlées ça a été un petit peu compliqué pour cette équipe d'Irlande pendant tout le match dans ce secteur là. C'est vrai qu'ils ont souffert.
du côté de la mêlée. On continue avec le deuxième match qui avait lieu dans cette première journée du tournoi Destination. C'était le match entre l'Italie et l'Angleterre. Alors là aussi, il y avait pas mal de choses. Une équipe italienne qui changeait d'entraîneur. Ça, c'était la grande nouveauté. Parce que là, je vois que sur l'équipe, c'est marqué Crowley, mais c'était pas du tout Crowley sur ce match. Là, donc voilà, je sais pas pourquoi ils ont mis Crowley. Oui, ils étaient bourrés ce jour-là du côté des sélectionneurs. Ils ont raté leur coup. Mais c'était un match qui était important, donc avec un changement de sélectionneur du côté de l'Italie face à une équipe anglaise qui était dans une situation où la Coupe du Monde a plutôt été réussie. Parce que bon, on s'attendait à ce que ça soit plus compliqué que ça du côté de l'Angleterre. C'est vrai que la Coupe du Monde a quand même plutôt été réussie, hein. Ils vont assez loin dans la compétition, c'était presque inespéré, mais en même temps avec un contenu dans les matchs qui n'avait pas été sensationnel. Donc il y avait ce côté, on a été loin dans la Coupe du Monde, mais notamment dans un domaine pour moi qui est la construction offensive, l'Angleterre était en difficulté. Donc c'était intéressant de voir d'un côté l'Italie, nouveau sélectionneur, donc Gonzalo Quesada, face à l'Angleterre qui, elle, a gardé le même sélectionneur, Steve Borthwick, parce qu'on ne savait pas trop s'ils allaient le garder, mais qui est resté parce qu'une bonne Coupe du Monde, de voir comment ça allait se passer. Dès les premières minutes de jeu, et c'est là où ça m'inquiète pour les adversaires de cette équipe italienne, on a vu du jeu italien comme on n'avait pas vu depuis quelques temps, avec de la justesse. Moi, ce que j'ai aimé, c'est notamment les jeux de passe. Putain, il y a une action, c'est de la passe sur un pied, c'est du dédoublement, ça va très vite. Et on n'attend pas que ça soit du talent individuel. C'est-à-dire que c'est vraiment du très bon jeu de passe, de la très bonne transmission, et on se retrouve à avoir un jeu italien qui était hyper léché en début de match. Enfin, vraiment, sur les 25-30 premières minutes, le jeu italien, il y a peu de fausses notes sur ce jeu italien offensivement. Ça va vite. Il y a des sorties de camp rapides. Ça allait plus vite, même au niveau des sorties de ruck, que ce qu'ils ont fait sur la dernière Coupe du Monde, où c'est un défaut. Et surtout, énormément de vitesse, beaucoup de technique. Et on n'attendait pas que ça soit du talent individuel. Donc ça, moi, j'ai bien aimé. On a senti aussi beaucoup d'originalité, mais ça c'est un petit peu la patte Gonzalo Quesada sur les lancements de jeu. C'est-à-dire qu'on a tenté pas mal de choses sur les lancements de jeu, et ce qui fait qu'on tu sens tout de suite que les Anglais en début de match, ils sont cueillis à froid. C'est-à-dire que les Anglais ne s'attendaient pas à ça. Alors, les Anglais, ils sortent d'une Coupe du Monde qui a été réussie, bam, le match d'après, ils se retrouvent face à une équipe italienne qui envoie du pâté, quoi, qui fait vraiment du très bon jeu. Enfin, ce qu'a proposé l'équipe d'Italie sur ce match-là, vraiment très très bien. Seule fausse note, je dirais, sur les 20-30 premières minutes, c'est le jeu au pied. C'est toujours un souci du côté d'Italie. Il y a des fausses notes, voilà, au niveau du jeu au pied. Ça, c'est encore un souci. Alors, pas trop du côté de Tommaso Allan, mais je dirais plutôt Garbizzi. Il y avait des errances un petit peu sur le jeu au pied, donc ça c'est quelque chose sur lequel il faudra débriefer et améliorer les choses. Autre problème aussi, c'est c'est une équipe, là tu sens, ils ont envie de prendre plus de risques, de jouer beaucoup plus au ballon. Ok, d'accord. Par contre, ils ont un peu du mal à sortir de la pression adverse. C'est-à-dire que en première mi-temps, quand les Anglais étaient en défense dans les 22 mètres, ils voulaient jouer au ballon, sauf qu'ils avaient beaucoup de mal à amener du rythme, à sortir de leur camp. Par rapport à ce qu'était capable de faire l'Angleterre, qui vraiment mettait la pression dans ce domaine-là. Donc là, c'était pas simple. Mais moi, j'ai bien aimé la prise de risque sur ce match. Et puis, même la défense en tout début de match, sur les 30 premières minutes, la défense italienne est vraiment bien. Enfin, ils font vraiment... La première mi-temps est excellente. Le problème, c'est que ça tient qu'une mi-temps.
Là, ça a vraiment tenu qu'une mi-temps. C'est-à-dire qu'à partir de la 50e, l'Angleterre a commencé à dérouler. Et surtout, on a commencé à accumuler les erreurs du côté de l'Italie, notamment du côté de cette équipe d'Italie. Pas mal de trous dans la défense. Et surtout, tu sens qu'ils se prennent un essai des Anglais. Ils sont toujours proches. Mais tu sens que mentalement, ça craque. Il y a un vrai, je pense, travail à faire du côté de l'Italie, c'est au niveau mental. C'est-à-dire que tu as l'impression que dès qu'ils se prennent un essai, dès qu'ils sont à 6-7 points de retard, ça y est, le match est fini, ils l'ont perdu. Alors qu'ils peuvent revenir dans le match. Ils ont les qualités pour revenir dans le match, mais je sais pas, j'ai toujours ce sentiment-là avec cette équipe d'Italie qu'au bout du moment où ils sont menés de 6-7 points, on a l'impression qu'ils lâchent complètement la rencontre. C'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Alors, ils reviennent à 3 points, ce qui est bien, avec bonus défensif, mais c'est vrai que ça, c'est là-dessus un travail qu'ils doivent faire. La deuxième mi-temps est pas du tout de la même qualité que la première. Ça, c'est ma déception sur cette rencontre. Mais bon, ils finissent qu'à 3 points de l'Angleterre, dans une ambiance en plus au stade Olimpico de Rome. Le stade était plein déjà, ce qui n'est pas arrivé tout le temps du côté d'Italie. Et surtout, il y avait une énorme ambiance et tu sentais que les gens étaient contents de voir le match et étaient intéressés de voir ce qu'il y avait du côté de Quesada, ce que proposait Quesada. Du côté de l'Angleterre, on parlait de la construction, c'est toujours un problème, c'est toujours un chantier du côté de cette équipe anglaise. Enchaîner les temps de jeu, c'est compliqué. Mettre de la vitesse dans le jeu, c'est compliqué. Alors les ballons sortent vite des rocks, mais en fait on a tendance à avoir un gauche-droite permanent du côté de l'Angleterre. Il y a peu de dédoublements, il y a peu de tentatives de proposer un petit peu d'originalité. C'est gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Donc ça avance assez peu le ballon en main. Le jeu au pied marche toujours aussi bien, parce que avec George Ford, notamment, qui a fait un très bon match, hein, George Ford. Mais c'est vrai que le jeu au pied de pression leur permet d'avancer. Mais c'est vrai que dans la construction, ils ont du mal. C'est-à-dire que tu sens que s'ils ne marquent pas un essai en 2-3 temps de jeu, ce qu'ils ont réussi à faire, là, sur ces changements de rythme où ils sont très forts. En 2-3 temps de jeu, ils arrivent à déstabiliser la défense adverse. En même temps, c'était la défense italienne qui a laissé quand même pas mal de trous. Mais c'est vrai que dès qu'ils sont sur des attaques placées, ça veut dire qu'on est au 5e, 6e, 7e temps de jeu. Alors déjà, pour arriver à ce niveau-là, des fois, il y a des pertes de balles. Mais en plus, cette équipe d'Angleterre, quand elle accumule les temps de jeu, bah, ça n'avance plus au bout d'un moment. Ça n'avance plus. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment améliorer parce que c'était déjà le cas l'année dernière et ils n'ont pas vraiment progressé dans ce domaine-là. Donc il faudrait du progrès là-dessus. Le jeu au pied, sinon, a été très bon. Beaucoup de contests aussi. Hein. Ça a toujours été leur force, mais c'est vrai que la défense anglaise, je trouve on a retrouvé un petit peu de défense anglaise. Le seul domaine où ils sont pas bons, c'est que dès que les joueurs italiens mettaient de la vitesse, dès qu'il y avait de la vitesse dans les transmissions, et bien très vite, dès que cette défense anglaise est prise de vitesse, tu sens que ça laisse des trous et que ça devient compliqué après pour les joueurs. Donc ça aussi, c'est un truc qu'il faut travailler. Mais ce match-là était très plaisant. Pour moi, des 3 matchs, c'est le meilleur du week-end parce que Pays de Galles, Écosse, en première mi-temps, je me suis un petit peu ennuyé quand même avec le niveau du Pays de Galles. Alors la deuxième mi-temps est bien, mais le Italie-Angleterre, je trouve que le match proposé pendant 80 minutes était très intéressant. Dommage, voilà, du côté de cette équipe d'Italie, ces soucis toujours de garder le rythme en deuxième mi-temps. Ça sera peut-être encore compliqué cette année, hein, parce que le changement de sélectionneur n'est arrivé que là, il y a quelques mois, mais bon, ça va peut-être porter ses fruits au fur et à mesure de l'année et surtout la saison prochaine. Du côté des joueurs du match, Italie, j'ai mis Tommaso Alan comme premier bon joueur. Je trouve qu'il était vraiment dans son match. Alan, j'ai toujours du mal avec son jeu au pied, mais là, j'ai même trouvé son jeu au pied plutôt réussi. Et puis, il a été efficace. Dans le jeu, très présent dans le jeu. Donc ça, j'ai bien aimé. Ioane, je trouve que c'est vraiment une pépite de cette équipe italienne. Ça marche bien, Ioane. Ça joue bien. Et je trouve que Alan aussi, il est excellent dans ce poste de joueur d'arrière. Pour moi, il faut le laisser à ce poste-là. Alors oui, vous avez Capuzzo. Mais Capuzzo, il faut peut-être essayer de le mettre à un autre poste parce que je trouve que Alan, autant quand on a essayé de le foutre de mi d'ouverture, c'était pas dingue.
Autant là, dans ce poste de arrière, c'est vraiment un poste qui lui convient très bien. Et puis en flop, j'ai mis Negri. J'aurais pu mettre Lamaro aussi, parce qu'il se prend un carton jaune con, Lamaro. Mais en fait, cette troisième ligne, qui normalement fait un petit peu quand même la force de l'Italie, là je l'ai trouvée peut-être plus discrète que d'habitude. Et puis du côté de l'Angleterre, j'ai mis en plus George Ford. Pour moi, il a fait un super match. Je trouve que c'est un joueur qui est vraiment sous-estimé dans cette équipe d'Angleterre, George Ford, parce qu'à chaque fois que je le vois sur le terrain, c'est plutôt bon ce qu'il propose. Même sur la dernière Coupe du Monde, par exemple, on l'utilise assez peu. J'ai du mal à comprendre pourquoi on utilise assez peu George Ford. Puis j'ai mis en flop Dingwall. Le centre, on l'a peu vu. On l'a peu vu. Hein. C'est peu de le dire, même qu'on l'a très peu vu, ce joueur, sur ce match. Il a été très transparent. On passe au dernier match, Pays de Galles, Écosse. Comment parler de ce match? Une mi-temps pour le Pays de Galles, une mi-temps pour l'Écosse. Voilà. Il est dur à analyser ce match parce que vraiment la première mi-temps du Pays de Galles, c'est pire que ce que fait l'équipe de France face à l'Irlande. Vraiment, la première mi-temps du Pays de Galles, c'est moi quand je vois ça, je me dis, putain, c'est dommage parce que ils avaient fait une Coupe du Monde qui était intéressante. Bon, ils tombent face à l'Argentine, mais dans un match où ils passent complètement à côté à partir de la 30e. Il y a un changement d'arbitre. Vous savez, il y a le changement avec Jacob Pepper. Il y a un coup de pied qui est dévissé. Et après, le match leur échappe complètement face à l'Argentine. Et c'était un match qui était intéressant en plus, Pet Gallicos, parce que face à une équipe qui a fait une Coupe du Monde, on va dire correcte, face à une équipe écossaise qui était dans la frustration d'être tombée dans un groupe très compliqué face à l'Afrique du Sud et l'Irlande, et qui n'avait pas réussi à s'en sortir face aux deux gros. Donc c'était une frustration pour l'Écosse, et le Pays de Galles, lui, était aussi sur une frustration parce que le match face à l'Argentine leur était un petit peu passé à côté. Mais la première mi-temps du Pays de Galles, c'est catastrophique. Bon, l'Écosse joue bien, mais le jeu au pied, il n'y a que le jeu au pied qui marche du Pays de Galles. L'organisation offensive est catastrophique. On n'arrive pas à enchaîner plus de 2-3 temps de jeu. On fait des fautes de main. Les touches, c'était catastrophique. En première mi-temps. Catastrophique. L'organisation du jeu, il n'y avait rien qui marchait en première mi-temps. On a changé 4 joueurs. C'est-à-dire que Warren Gatland s'est dit, bon, là c'est catastrophique. Donc je tente le tout pour le touche. Je change 4 joueurs, dont 2 joueurs qui pour moi, là ont perdu des sacrés points. Costello et le talonneur Elias. Ces deux-là, ils ont perdu des points sur ce match. Ils sont complètement passés à côté de leur rencontre. Costello et Elias. Gareth Davis fait pas un match largement meilleur, mais pour moi, Costello, putain, il n'y avait rien qui marchait. C'était catastrophique. La première mi-temps est catastrophique. Ils sont complètement à la ramasse, ils sont menés 27-0. 27-0. Et ensuite, ils collent à 26-0 derrière. En deuxième mi-temps, je dirais pas c'est exceptionnel ce que propose le Pays de Galles. Je trouve encore que c'est faiblard, je trouve encore que c'est une équipe qui a besoin de beaucoup trop d'occasions pour marquer un essai. Ça, c'est un vrai souci du côté du Pays de Galles. C'est que c'est pas une équipe qui est efficace dans les 22 derniers mètres. Mais on règle les problèmes de touche, on règle les problèmes d'organisation quand même un peu plus. Et surtout, ils ont réussi à emballer le match, à trouver des intervalles, à trouver surtout Adams et d'ailleurs, qui sont deux très bons ailiers. Mais voilà, c'est au fur et à mesure de la rencontre, vraiment, ils ont réussi à trouver des solutions. Mais en première mi-temps, c'était catastrophique et ça, j'espère qu'ils vont pas refaire la même chose. Du côté de l'Écosse, toujours les trois quarts. Je suis impressionné par les trois quarts du côté de l'Écosse, que ça soit Stein, Jones, Tupulotu, Van der Merwe. Je trouve que c'est toujours exceptionnel. Par contre, j'ai trouvé que Russell a fait un match pas top. Le jeu au pied aussi de l'Écosse, là, ils ont dévissé énormément de coups de pied, alors que ça soit Russell, mais aussi les autres. Ça, c'était donc vraiment un jeu au pied qui
qui n'a pas été efficace. J'ai oublié de dire aussi du côté du Pays de Galles, en première mi-temps, ce qui m'a... Enfin, ça m'a perturbé un peu, mais c'était déjà le cas sur le dernier tournoi destination l'année dernière, c'est qu'on n'a pas senti qu'il y avait des jeunes qui prenaient le pouvoir. C'est-à-dire que bon, la sélection galloise désormais est très jeune, enfin, c'est comme ça, il y a peu de leaders, mais pour le moment, dans cette équipe galloise, il y a peu de nouveaux leaders. C'est-à-dire il y a peu de coureurs, il y a peu de concurrents qui deviennent des nouveaux leaders. Et ça serait bien de trouver un petit peu des joueurs de caractère, parce que c'est vrai que sur le terrain, s'ils avaient peut-être réagi au bout de 25 minutes, 30 minutes, ça aurait peut-être changé la donne. Et pour ça, il faut des vrais leaders. Je pense que ça manque un peu de leaders sur le terrain, et parfois ils sont un petit peu naïfs. Et ça, c'est le manque d'expérience. Du côté de l'Écosse, moi j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui ne marchaient pas. J'ai trouvé que sur les attaques, déjà au bout de 3-4 temps de jeu, parfois c'était un petit peu désorganisé et il fallait presque un temps de jeu pour réorganiser tout le système écossais. Mais surtout, je trouvais qu'ils jouaient très resserré. Ils n'utilisaient pas du tout toute la largeur du terrain. Sur certaines actions, c'était assez criant. On était presque les 15 joueurs écossais sur un demi-terrain. Ils se consommaient énormément sur les rucks. Mais ça, dès la première mi-temps. Donc c'est des choses qu'il faut corriger. La prise de risque était trop importante à certains moments. Alors c'est bien de prendre des risques, mais il y a des moments il faut savoir jauger, il faut savoir doser. Et c'est le problème d'un Finn Russell. Et ça aurait pu leur coûter cher à certains moments. Heureusement que les Gallois, par exemple, n'en ont pas profité en fin de première mi-temps au niveau de certaines actions. Et puis oui, ce problème d'attaque très resserré, des joueurs qui ont tendance à s'isoler aussi de leur soutien. Il y a beaucoup de joueurs parfois qui partent un peu sur les ailes. Je pense de temps en temps, Josh Adams fait ça. Donc ça, ça peut être problématique, ça fait perdre des ballons, forcément. Et les Gallois ont été très bons dans ce domaine-là. Et puis la défense aussi, ça c'est vraiment leur problème récurrent du côté de l'Écosse. C'est les montées offensives, enfin les montées de la défense, pardon, qui sont trop offensives. Ils montent trop vite, ce qui fait qu'ils laissent des trous. Les Gallois en deuxième mi-temps, à partir de la 60e, il y a des boulevards dans le dos, notamment de Van der Merwe et de Stein. Ça laisse d'énormes trous. Donc ça, c'est un vrai... Oui, j'ai dit une bêtise. J'étais bourré. J'ai dit les trois quarts qui ont tendance à s'isoler. C'est pas du tout Adams, et d'ailleurs, ça c'est pour les Gallois. Pour l'Écosse, c'est surtout Stein qui a tendance à s'isoler. J'étais bourré. Je suis pas réveillé, dis donc, ce soir. Et puis, oui, c'est cette défense. Voilà, c'est... En fait, le vrai souci, c'est que tu as des trous, quoi. Tu as des vrais trous à certains moments. Ça, c'est un vrai souci. Et puis, trop de prise de risque. Il faut savoir vraiment jauger du côté de l'Écosse. Bon, du côté de ce match, du côté du Pays de Galles, les joueurs du match, pour moi, en flop, Costello et Elias. Elias, il doit rater au moins 4 ou 5 lancers. Surtout que l'Écosse on sait que l'Écosse peut parfois perturber énormément sur les touches. Là, j'avais pas l'impression qu'ils l'ont fait tant que ça. Et puis là, c'est surtout les lancers qui sont ratés. Et Costello, pour moi, qui passe à côté de son match. C'est terrible. Je pense que ces deux-là, ils ont perdu beaucoup de points. Et puis j'ai mis en top d'ailleurs. Alors j'aurais pu mettre Lloyd, j'aurais pu mettre également Williams, qui a fait aussi un bon match à la part de Gareth Davis. Mais c'est vrai que je pense que c'est Elliott et Dee également, qui a remplacé Elias. C'est vrai que tous les remplaçants, autant j'ai dit du côté de l'équipe de France, le banc n'a pas apporté grand-chose, autant là, le banc, pour moi, doit être titulaire sur la prochaine rencontre, du côté du Pays de Galles. Du côté de l'Écosse, donc en plus, j'ai mis d'ailleurs, du côté de l'Écosse, en plus Van der Merwe, lui, quand il est dans un bon jour, il est inarrêtable. Il était dans un bon jour, donc il était inarrêtable, Van der Merwe. En plus, je trouve qu'il a une classe ballon en main qui est assez dingue. Et puis en flop, j'ai mis Russell.
Finn Russell, je trouve il a raté beaucoup de choses quand même sur ce match. Donc vraiment, et en première mi-temps, il rate beaucoup de choses qui auraient peut-être pu permettre à l'Écosse de vraiment tuer le match. S'ils sont à 35-0 ou 40-0 à la mi-temps. Et le problème, c'est que Russell a raté beaucoup trop de choses, je trouve, dans sa rencontre. Il y a eu beaucoup trop de déchets. On regarde tout de suite les rencontres pour la prochaine journée. Elle aura lieu donc le samedi 10, donc samedi prochain, avec un premier match samedi qui sera Écosse-France à Murrayfield. Donc match qui va pas être évident du côté de l'équipe de France, surtout que l'Écosse, c'est pas forcément une équipe qui nous réussit énormément. Angleterre-Pays de Galles, là ça peut être un match sympa, avec une Angleterre qui aura peut-être envie de se rassurer et un Pays de Galles qui voudra vraiment se concentrer sur ce qu'elle a fait d'intéressant dans la deuxième mi-temps. Et puis dimanche, Irlande-Italie. L'Irlande ne doit pas ralentir face à une équipe italienne qui a été très très intéressante sur cette première journée face à cette équipe anglaise. Et puis donc du côté du classement, c'est l'Irlande qui est en tête, donc avec 5 points, le bonus, devant l'Angleterre et l'Écosse à 4 points. Le Pays de Galles qui a pris un bonus offensif et un bonus défensif est 4e, l'Italie 5e, et donc la France qui n'a pris aucun bonus et pour le moment bonne dernière de ce classement. Nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour faire le bilan de cette deuxième journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.